Je vous fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi en 2025 il y aura probablement beaucoup moins de points lecture sur cette chaîne. Et quelle est la vidéo suivante à cette déclaration? Un point lecture. Écoutez, j'ai aussi dit que pour moi les points lecture devaient rester l'ADN principal d'une chaîne littéraire. Donc on va dire que l'un dans l'autre, je respecte ma parole. Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui, oui, vous l'aurez vu, est donc un point lecture. Alors je ne vais pas refaire le laïus sur je sais, les points lecture, malheureusement ce n'est pas la vidéo qui déplace le plus les foules. Mais vous l'aurez compris, en 2025 plus que jamais, je n'en ai rien à secouer des stats et je fais bien les choses telles que j'ai envie de les faire et telles qu'elles me font plaisir de le faire. C'est pourquoi aujourd'hui je revenais donc avec 3 livres dont j'avais très envie de vous parler parce que tous ont été de bonnes lectures, voire de très bonnes lectures. Alors, n'allez pas croire pour autant que toutes les lectures que j'ai fait dernièrement furent des réussites, parce que j'ai aussi fait quelques lectures décevantes, voire mitigées, dont pour le coup, comme je le disais, je ne parlerai pas, je pense, sur cette chaîne, et pour lesquelles je vous posterai mes avis simplement sur mon compte Instagram. Alors, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et que vous avez envie de connaître mes lectures un peu bof, je vous invite du coup à me suivre. Et comme d'hab, toutes les infos utiles sont bien sûr dans la barre d'infos. Aujourd'hui, je vais donc me concentrer sur ces romans qui, dernièrement, m'ont procuré beaucoup de bonheur de lecture, parce que j'ai le secret espoir qu'il en sera peut-être de même pour vous. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite, et pour le coup, j'ai bien envie d'aller un petit peu de façon crescendo dans le kiff de lecture, en commençant par le roman qui m'a plu, mais qui est peut-être le moins emballant, je dirais, des 3 que je vais vous présenter aujourd'hui. Et vous l'aurez compris, malgré tout, ce fut vraiment très chouette. Et ce roman, il s'agit donc de Disparaître de Mathieu Ménegaud aux éditions Le Cercle Point. Bon bah alors Mathieu Ménegaud, normalement si vous suivez la chaîne, vous devez commencer à avoir un peu l'habitude d'entendre parler de cet auteur. Il me restait un seul de ses romans que je n'avais pas encore lu. Il s'agissait de Disparaître. C'est donc chose faite. Là, je suis un peu en PLS, je vous avoue, parce que je n'ai plus de titre de lui d'avance. Dans ce titre-ci, on va avoir, je dirais, 2 récits en parallèle. D'un côté, on va avoir une première scène d'entrée, un premier chapitre extrêmement choc dans lequel on va suivre la défenestration d'une jeune femme à Paris. Et en parallèle de ça, on va également suivre une pseudo-enquête policière qui va devoir déterminer l'identité d'un corps, un corps complètement nu, sans poils ni quoi que ce soit, impossible à identifier, qui a été rejeté par la mer. Quel est le rapport entre ces 2 récits? Bon, bah, on s'en doute sans difficulté, c'est bien le sujet un petit peu de tout ce livre. Même si je vous avoue qu'on le comprend assez vite. Comme je le disais donc, c'était le tout dernier roman de Mathieu Ménegaud qu'il me restait à découvrir. Et d'un côté, je suis ravie de l'avoir lu parce que je suis très contente non seulement de l'avoir apprécié, mais en plus de ça, d'être à jour dans sa bibliographie. Enfin, à jour, plus ou moins, parce que au moment où je tourne cette vidéo, son tout dernier roman en grand format est sorti il y a quelques jours ou va sortir dans les jours à venir. Et d'un autre côté, j'avoue que je suis un petit peu triste de terminer cette découverte, on va dire, de cet auteur sur le titre qui, pour moi, est le moins bon, entre guillemets, de toute sa bibliographie. Alors attention, ça reste Mathieu Ménegaud, donc même le roman que je qualifie de moins bon fut tout de même une super lecture. Mais c'est vrai que jusque-là, il m'a tellement habituée à des romans coup de poing hyper forts avec des thématiques sociétales, souvent tabous, très engagées, que forcément en comparaison, celui-ci m'a semblé un peu plus fade. Disparaître, c'est vraiment un pur drame contemporain en forme de tragédie à annoncer dès le début ou presque. Le premier chapitre, comme je le disais, est un chapitre assez choquant, c'est le moins que je puisse dire, puisque, comme je le disais, il nous fait donc vivre un suicide par défenestration. Oui, je sais, c'est toujours extrêmement gai avec cet auteur. Puis dans les chapitres suivants, on découvre donc ce corps échoué et ce flic qui va devoir enquêter là-dessus, et
Là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, chouette, je ne savais pas que Mathieu Ménégo écrivait des polars. Et en réalité, de polar, il n'en est rien ou presque. Vraiment, ne lisez pas ce livre en y cherchant du suspense, car on voit les choses arriver. Ce qui est tout à fait normal, vous me direz, étant donné que ce n'est ni un polar ni un thriller. Disparaître, c'est vraiment une tragédie, mais annoncée dès le début. J'ai globalement aimé toute l'histoire, même si c'est vrai que le contexte m'a peut-être moins parlé, moins touché que pour ces autres romans. Néanmoins, on retrouve une fois de plus la plume très qualitative de l'auteur et cette capacité assez incroyable de camper et de donner vie à des personnages qui sonnent extrêmement vrais. En fait, j'ai l'impression qu'avec cet auteur, il n'y a jamais de fausses notes, ou presque. Habituellement, il concentre généralement ses histoires autour d'un seul personnage central et je trouve personnellement que c'est l'une des forces de ses récits. Alors que dans Disparaître, comme je le disais, on va alterner entre trois protagonistes, donc une femme, un homme et ce flic. Et si globalement j'ai apprécié le rythme que donnait cette alternance de différents points de vue, j'ai aussi trouvé que cela donnait à cette histoire et à la construction narrative un côté beaucoup plus classique que d'habitude. À la fin de la lecture, on comprend totalement le choix de ce titre, Disparaître. Un choix qui vient d'ailleurs gentiment, je dirais, pincer le cœur. Malgré donc le fait que pour moi il est indéniable qu'il s'agit du roman de Mathieu Ménégo le moins fort et le moins original, cela ne m'a pas fait changer d'un iota mon avis à propos de cet auteur qui pour moi reste vraiment une petite pépite du paysage littéraire français que je ne cesserai de lire et bien sûr de recommander. Bien que ses romans soient généralement toujours courts, son talent, lui, est très grand. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous n'avez pas peur des histoires à forte dose émotionnelle et aux thématiques parfois un peu difficiles, alors foncez. Vraiment, foncez, je ne peux que vous dire cela, parce que je pense qu'il y a de grandes chances que, comme moi, vous tombiez complètement sous le charme de cet auteur. Bon, et on va du coup continuer ce point lecture avec, là encore, un auteur chouchou. Je pense que ça ne surprendra pas les habitués de la chaîne. Un auteur dont d'ailleurs, tout comme Mathieu Ménégo, je vous ai parlé il y a peu dans mon top flop de l'année passée. Dans les tops, je précise, puisque dernièrement j'ai également lu Pur Sang de Franck Bouis aux éditions Le Livre de Poche. Pur Sang, c'est l'histoire d'un jeune homme qui à la base est européen et qui va se retrouver à être adopté et élevé par un couple d'Indiens qui vivent dans une tribu, la tribu des rêveurs d'ailleurs, dans le Montana aux États-Unis. Et assez rapidement, on le sait, donc son père et sa mère d'adoption vont décéder et avant de décéder, sa mère va lui confier une sorte de secret qu'elle gardait jusque-là par rapport aux ascendants de ce jeune homme puisqu'elle lui révèle en fait qui étaient ses parents biologiques, pourquoi ils sont partis et cela va donc amener ce jeune homme, dirons-nous, à se rendre en France pour aller tout simplement sur la trace de ses origines, comprendre pourquoi ses parents sont partis, qui ils étaient et de quelle famille, biologiquement en tout cas, il vient. Si vous connaissez déjà Franck Bouis et que, comme moi, vous aimez son écriture, alors je pense pouvoir dire qu'à coup sûr, vous allez apprécier Pur Sang. C'est vraiment toujours un plaisir, un régal pour moi lorsque il livre ce type d'histoire qui, selon moi, concentre vraiment tout ce que l'auteur sait faire de mieux. Bien que le début du roman prenne donc place aux États-Unis avec notamment la fuite des natifs américains qui sont spoliés de leurs terres, finalement, rapidement, le roman se déroule dans un petit coin paumé de France, comme Franck Bouis le fait si souvent. Et une fois de plus, sans surprise, j'ai envie de vous dire, je l'ai trouvé magistral dans l'exercice. Il a bien sûr parfaitement su dépeindre ce petit bout de France, mais aussi
totalement me plonger au cœur de la nature du Montana que je ne connais absolument pas. Une fois encore, l'histoire se concentre sur un nombre très restreint de personnages. Pour être plus précis, je dirais vraiment 2 hommes, même s'il y a quelques autres protagonistes qui gravitent autour d'eux. Et personnellement, j'adore ce principe. Alors, je conçois tout à fait que certains pourraient peut-être trouver ça un peu ennuyeux, mais moi, il m'a semblé que l'auteur maîtrise tellement bien l'exercice et donne si bien corps à ses personnages que du coup, on ne ressent pas ce besoin, cette envie d'en avoir plus. Pur sang, c'est aussi, une fois de plus, avec Frank Buis, une histoire de famille. Alors, vous le savez peut-être, mais c'est vrai que chez Frank Buis, les histoires de famille ne sont jamais lisses, linéaires, simples et lisibles au premier abord, mais elles n'en sont pas moins toujours extrêmement intéressantes. Au-delà d'une histoire de famille, c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, une histoire de racines, de l'importance d'avoir des racines pour pouvoir s'ancrer dans la vie présente. J'ai absolument adoré le personnage d'Elias, qui est donc ce jeune homme qui a été élevé aux États-Unis avec les Indiens et qui revient en France, que j'ai trouvé profondément attachant et très touchant. J'ai aussi beaucoup aimé Gray à sa manière, un homme, vous verrez, dont il fait la rencontre une fois qu'il arrive en France, et comme presque toujours chez Frank Buis, ces personnages sont de façon globale très solitaires et pas très causant. J'irais même jusqu'à dire que les silences ont une vraie importance dans ces récits. Je suis bien sûr toujours autant subjuguée par la qualité de la plume de l'auteur. Il sait vraiment trouver la juste dose entre nature writing, dialogue assez court mais toujours très impactant, et réflexion, je dirais, faussement simple sur la vie. Et puis, il y a une pudeur et une élégance dans son écriture que personnellement je trouve profondément touchante. Malgré tous ces points extrêmement positifs, cette lecture n'a pas non plus été un coup de cœur parce que je pense qu'il me fallait un petit truc en plus, qu'il me manquait un petit quelque chose. J'aurais vraiment apprécié que l'histoire des Monts Verts soit plus creusée, plus détaillée, qu'on en sache plus à ce sujet-là. Et c'est exactement la même chose pour l'histoire des natifs américains qui se sont donc établis à Eden Creek. J'aurais aussi aimé que la part d'histoire américaine soit peut-être plus importante parce que j'avais vraiment ce désir d'essayer d'en apprendre plus sur ce peuple de natifs américains et d'essayer peut-être de mieux comprendre leur approche de la nature et tout simplement de la vie qui les entoure. Je suis cependant ravie de savoir qu'il y aura au moins un tome 2 à cette saga, tome 2 dans lequel je pourrai retrouver donc le personnage d'Elias. Il est donc certain que j'irai me le procurer dès qu'il sortira en poche et que je me replongerai avec beaucoup de bonheur dans la vie d'Elias et peut-être, je l'espère aussi, dans son passé. Pas le meilleur Frank Buis donc pour ma part, mais tout de même un très bon cru dans lequel on retrouve parfaitement les marqueurs de l'auteur et sa patte si particulière, tout en proposant une histoire et un décorum peut-être un peu différent de ce qu'il peut faire d'habitude. Donc voilà, la suite est déjà sortie en grand format, vous l'aurez compris. Perso, je vais comme d'habitude attendre la sortie du poche, mais ouais. Dans tous les cas, c'est resté une super lecture vraiment que j'ai adoré faire et qui ne fait que confirmer, une fois de plus, mon amour pour cet auteur. Et vous l'aurez compris, puisque je vous ai dit que j'allais un petit peu crescendo comme ça dans le kiff de lecture, que je vais terminer avec un roman qui pour le coup m'a vraiment, mais alors vraiment emballé, que j'ai adoré lire. J'étais hyper impatiente de pouvoir enfin le découvrir parce que c'est une suite, donc un tome 2 d'une trilogie dont j'avais déjà adoré le premier tome. Et j'ai donc enfin lu Louve Noir de Juan Gómez Jurado aux éditions Pocket. Ce roman, c'est donc le tome qui vient après Reine Rouge, qui était donc
le premier tome de la trilogie que j'ai lu, que j'ai adoré, dont également j'ai regardé sur Prime, si je ne dis pas de bêtises, l'adaptation en série, d'ailleurs une très bonne adaptation que je vous recommande tout autant que le roman. Une série policière que je trouve très intelligente, hyper bien menée, hyper bien écrite et portée par un duo, mesdames et messieurs, aux petits oignons, formé donc par Antonia et Yon, que j'avais l'habitude d'appeler John parce que ça s'écrit J-O-N, mais si on le prononce correctement à l'espagnol, c'est donc Yon. Alors je vais faire le choix de ne pas être très explicite quant au résumé de cette histoire parce que tout simplement c'est un tome 2, mais vous vous en doutez, dans celui-ci on retrouve donc notre duo de choc qui va une fois de plus devoir enquêter. Et là, dès le début, on sait qu'on va plus ou moins baigner tout du long dans le milieu de la mafia, je dirais, russe. Alors oui, je le répète, j'avais vraiment été totalement convaincue par le premier tome Reine Rouge et je pense que j'ai été tout autant convaincue par ce second tome. Décidément, Juan Gómez Jurado, c'est parfaitement non seulement imaginer des histoires originales et haletantes, mais en plus de ça, il sait complètement les écrire et les calibrer pour en faire des page-turners, mais ultra efficaces. Les chapitres sont plutôt courts et nous embarquent du coup dans la vie de différents protagonistes et le tout s'emboîte formidablement bien. La gestion du suspense est impeccable et les quelques petits retournements de situation étaient les bienvenus et en plus de ça, on su me surprendre. Au niveau du style et de la construction narrative, vraiment rien à redire, c'était parfait. En tout cas, c'est vraiment ce que moi personnellement j'attends d'un bon thriller à la fois efficace et divertissant. Et bien sûr, comme pour le premier tome, le plus gros point fort de cette histoire, c'est sans surprise ce duo central formé par Antonia et Yon. Qu'est-ce que j'ai aimé vivre cette aventure avec eux! Qu'est-ce que j'aime leur relation et leur duo totalement improbable et pour autant très touchant. Et quand je dis duo, on n'est vraiment pas du tout sur un couple, je le précise tout de suite, et ça n'a rien d'un spoil parce que c'est établi dès le premier tome. Yon est un flic un peu hors norme de par sa carrure, qui pour autant porte vraiment une attention toute particulière à être toujours bien habillé, et un flic en plus de ça, gay, qui pendant très longtemps a vécu avec sa mère. On est d'accord qu'on est sur un portrait, ma foi, assez épique et original, mais je vous jure que ce personnage, c'est du petit lait. En toile de fond, nous avons encore quelques bribes d'interrogation concernant le passé d'Antonia, dont j'espère, et en tout cas j'ai cru comprendre, nous aurons peut-être enfin plus d'explications dans le troisième et dernier tome. Sans surprise, dans l'Ouvre Noire, il y est question de certains éléments qu'on avait découvert du coup dans le tome précédent, et surtout d'un personnage que l'on a rencontré dans le premier tome, donc s'il vous plaît lecteurs, vraiment faites attention de bien lire les tomes dans l'ordre de la saga, de la trilogie, parce que sinon je pense que vraiment vous allez y perdre. Lors de ma lecture, j'ai peut-être eu juste un petit regret concernant la résolution finale que j'ai trouvé peut-être un peu facile et qui en même temps permet de soulever des thématiques intéressantes, ce qui fait que, bon, je comprends aussi ce choix. La toute fin, comme bien souvent, nous laisse, bien sûr, sur une scène qui fait monter le suspense au max et nous donne l'eau à la bouche. Et bien sûr, ne nous donne qu'une envie, c'est de nous jeter sur le tome suivant, chose que bien sûr je ferai dès sa sortie en poche, qui est prévue, si je ne dis pas de bêtises, pour mars prochain. Un troisième et dernier tome qui s'intitule Roi Blanc. Et déjà, si vous avez lu le premier tome, je pense que ce titre vous évoquera quelque chose. J'ai donc vraiment hâte d'avoir enfin le fin mot de cette histoire et de pouvoir retrouver une fois encore Antonia et Yon. Et en même temps, je sais d'ores et déjà que ça va être un véritable crève-cœur de devoir dire au revoir à ces personnages à la fin du troisième et dernier tome. À moins que l'auteur ait décidé de
poursuivre un peu plus la saga, ce qui personnellement me mettra en joie. En tout cas, vous l'aurez compris, pour l'instant, avec moi, la trilogie Reine Rouge, c'est un magnifique banger que je ne peux vraiment, mais alors que vous recommander. Je l'avais déjà dit lorsque j'avais parlé du premier tome, mais c'est vraiment une série que je mets complètement en parallèle avec la trilogie de Sandrone Dadieri, Tu tueras le père, Tu tueras le roi, Tu tueras l'ange, avec les personnages donc de Dante et de Colomba. Je trouve que c'est vraiment deux trilogies qui ont énormément de points communs, mais, et alors que pourtant Dante est l'un de mes persos favoris, je crois que dans cette trilogie-ci, il y a un petit truc en plus, un petit affect encore supplémentaire avec ce duo vraiment que, ouais, plus que j'adore. Donc voilà, vous l'aurez compris, je ne peux que vous recommander de lire cette trilogie policière. Vraiment, si vous recherchez un roman policier ultra efficace, ultra page-turner, avec en plus, je vous dis, des persos hyper attachants, ne cherchez plus. Foncez, achetez Reine Rouge et ensuite enchaînez avec Louve Noir. Et je vous dis, la bonne nouvelle, c'est qu'en mars, nous aurons donc le 3e et dernier tome en poche. Donc voilà, perso, c'est sûr. Le jour de sa sortie, je suis en librairie et je pense que le lendemain, je commencerai à lire Roi Blanc. Voilà, alors normalement, si j'ai bien fait les choses, je pense que ce sera un point lecture assez rapide. Je me dis aussi que ça peut être un peu un compromis pour vous, parce que je peux comprendre que les points lecture parfois trop longs, avec ce qui peut vous sembler trop de blabla ou trop de développement, ça peut être un peu lourd. J'ai donc essayé de faire en sorte d'être précise, concise, tout en essayant de vous partager au mieux, comme d'habitude, mes ressentis de lecture. Alors vous le savez, comme d'habitude, si j'ai réussi à vous tenter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous de votre côté, vous avez également lu l'un de ces titres, donnez-moi votre avis à vous en commentaire, savoir si on est sur la même longueur d'onde ou pas du tout. Vous le savez, ma raison principale pour faire vivre cette chaîne, c'est de pouvoir discuter bouquins avec vous. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti. Je pense que la prochaine ne sera pas pour le coup un point lecture. Encore que je dis ça, on est à l'abri de rien. Je vous donne donc rendez-vous dès que possible sur la chaîne. Et jusque-là, comme d'habitude, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!